Dans ce monde totalement numérisé, le risque de cyberattaque grandit, que ce soit à l'autre bout de la planète ou à côté de chez nous. Aujourd'hui, les hackers peuvent nous faire du mal, peuvent détruire des choses que nous avons, notre propriété, mais aussi des infrastructures. Pour nous éclairer sur ce risque important dans les guerres de demain, le risque d'attaque numérique, nous recevons un hacker, donc un pirate, mais un pirate un peu particulier, on appelle ça un pirate ou un hacker blanc, un hacker éthique. Hervé Café, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vraiment le risque d'attaque, le risque sur nos biens, sur nos personnes est important via le numérique? Le risque existe concernant les attaques sur le numérique. Nous avons pu observer, durant le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses attaques sur des infrastructures ukrainiennes, telles que Viasat. Nous avons également observé en 2016 des attaques sur le réseau électrique ukrainien, ainsi qu'en 2021 lors de la Colonial Pipeline, qui était une société américaine. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les attaques cyber sont sur de grosses infrastructures, c'est-à-dire des barrages, peut-être même des transports, des trains, des choses comme ça? Les attaques cyber peuvent être produites sur tout type d'infrastructure. Il ne s'agit pas uniquement des infrastructures du type barrage ou centrale électrique, mais il peut s'agir également de sites internet, il peut s'agir de sites gouvernementaux, il peut s'agir de banques. Et cela représente un véritable risque pour les sociétés, les entreprises, les utilisateurs. Mais est-ce que c'est fait? Enfin, on a l'impression que c'est compliqué. Moi, par exemple, je ne saurais pas trouver une faille, une porte d'entrée dans un système informatique. Donc, est-ce que pour vous, qui êtes dans ce milieu-là, dans ce monde de la sécurité informatique, est-ce que pour vous, c'est finalement assez simple de trouver des failles ou d'attaquer des systèmes? Trouver des failles, ça va commencer par l'analyse des sites, l'analyse sur Internet, l'analyse OSINT, c'est-à-dire en open source intelligence, pour trouver des informations sur la cible visée. Il va être alors possible d'extraire des informations sur la société, sur les entreprises, via par exemple Google ou Shodan, qui est un outil qui permet de trouver des infrastructures de type SCADA et des ICS également. Alors les SCADA et les ICS, c'est... SCADA, alors le terme anglais, c'est... Mais sinon, ça représente quoi? Ça représente en clair des points d'entrée vers des panneaux routiers, des barrages, des centrales électriques, des centrales atomiques. Vous êtes en train de nous dire que là, demain, si je vais sur Google et que je sais bien faire les codes et les requêtes, comme on dit, je pourrais trouver un accès à une centrale atomique? Alors, il est possible, par exemple, et je l'ai observé, de trouver accès à des centrales hydroélectriques, de trouver des accès à des centrales éoliennes, de trouver des accès à des panneaux routiers, par exemple. Ainsi, si vous avez accès à ces panneaux routiers, vous pouvez modifier les informations sur le panneau routier et ça reste un impact. Puisqu'il est possible, par exemple, de modifier les informations sur les panneaux routiers et donc... provoquer des embouteillages, voilà, et ainsi de suite. Envoyer des flux là où il ne faut pas, etc. Et lors de l'attaque de Colonial Pipeline, justement, c'est ces infrastructures qui ont été visées. Des infrastructures distribuant le pétrole de Houston jusqu'au nord-est des États-Unis. Alors, venons sur le type des assaillants, des personnes qui attaquent. J'allais dire que dans la littérature ou dans le cinéma, on a toujours l'impression que c'est l'adolescent boutonneux qui est derrière ses 12 écrans dans sa chambre avec sa mère qui ne comprend rien et qui arrive à rentrer dans les sites gouvernementaux. C'est ça, un hacker? Mais ça peut être ça également. Mais c'est principalement des gens qui sont également structurés. C'est-à-dire que pour mener une attaque, il faut être structuré. Les menaces persistantes avancées, ou APT comme on les appelle, sont structurées. C'est-à-dire qu'ils vont analyser, ils vont documenter leur code, ils vont créer du code, ils vont faire des recherches aux int, ils vont s'infiltrer dans des sociétés, récupérer des informations pour mieux améliorer leur code et après refaire de nouvelles attaques. Et ces attaques-là se font sur des centaines de jours par des groupes qui sont bien structurés, d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes. Il faut savoir que les moyens électroniques et informatiques, ce n'est pas quelque chose d'excessif. C'est-à-dire que c'est le talent humain qui va compter là-dedans.
Une personne pourra faire d'un ordinateur décevant quelque chose de formidable et mener des attaques extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des moyens très importants pour mener des attaques énormes sur des serveurs. Alors on a les groupes structurés, des groupes qui peuvent, dans ce que vous appelez les attaques persistantes, qui sont des groupes qui sont financés par des États ou qui appartiennent à des États directement. Ça peut être des groupes qui sont soit autofinancés, soit financés par des États, soit être un mélange entre financement d'État et espionnage. Donc en fait, c'est très compliqué. C'est également très compliqué de cerner justement l'origine de ces acteurs. Parce que par le mélange en fait d'Internet, on n'arrive pas vraiment à cerner quel est l'attaquant. Oui, et quand on fait la guerre ou quand on doit se défendre, l'important, évidemment, c'est d'arriver à identifier l'attaquant. En tout cas, ça permet d'avoir des informations, peut-être même pour leur répondre, pour contre-attaquer, pour savoir de quelle manière ils codent, voilà. Quel virus ils utilisent, etc. Alors, deuxième groupe, les escrocs. Alors ceux-là, nous, les particuliers, on les connaît bien parce que ils viennent dans notre messagerie très régulièrement, voire dans nos téléphones portables encore plus régulièrement. C'est quand même une grosse partie du risque cyber et numérique aujourd'hui, les personnes qui veulent de l'argent. Ben, c'est un risque important. Le moyen principal utilisé est le phishing, à savoir que un phishing peut avoir un impact considérable sur une société, sur les utilisateurs, sur l'entreprise. Elle peut avoir un impact dans la vie de tous les jours parce qu'un phishing peut se diffuser vers une personne qui va penser que c'est un courrier légitime, par exemple de sa banque, de la poste. Il va ouvrir le fichier et son ordinateur va être bloqué. Ses données vont être siphonnées et en général, on va lui demander une rançon. C'est un des biais principaux d'attaque vers une personne, vers un serveur. Alors il y a deux types d'attaques, hein. C'est soit la demande de rançon avec un virus finalement, soit ce qu'on va appeler, ce qu'on a connu avec l'arnaque au président par exemple, où là on est quasiment plus dans le coup de fil à un ami, dans du social, quoi. C'est-à-dire ce qu'on pourrait connaître dans la vraie vie au temps de l'espionnage des années 50 où les gars allaient présenter des filles dans les restaurants, quoi. Il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que, par exemple, sur le cas des hôpitaux qui ont été récemment attaqués, les ransomware ont été utilisés sur ces serveurs, sur les serveurs dans l'hôpital, et les données des patients ont été siphonnés. Et depuis cette attaque, les patients ont reçu des appels, se faisant passer pour leur banque, se faisant passer pour d'autres acteurs, et afin de les piéger plus en détail, plus en amont de ce qui était fait actuellement. Donc ça représente un risque parce que la protection des données, c'est aussi la protection des êtres humains. Et c'est très important que les sociétés, les entreprises, les acteurs d'Internet protègent les êtres humains d'une divulgation d'informations qui pourrait les mettre en péril, les mettre en danger. Alors, autre groupe qui est proche de l'entreprise, ça va être les espions, ou les espions, l'intelligence économique, comme on dit, où là, on va avoir des hackers qui vont chercher à avoir des informations, par exemple, pour gagner un appel d'offres ou des choses comme ça, ou recruter quelqu'un de très important dans une entreprise, déstabiliser une entreprise. Oui. L'espionnage, je le verrais plus comme de l'espionnage industriel. C'est-à-dire faire recruter une personne par une société et que cette personne récupère toutes les informations possibles sur cette même société. Et ce, à des avantages stratégiques, techniques et d'information. Le but, c'est également, on peut le revoir par rapport aux menaces persistantes avancées, c'est de faire un mélange de toutes ces entités pour arriver à un but qui va être la cyberattaque. Et l'espionnage industriel, on pourrait considérer alors que c'est une partie des menaces persistantes avancées qui permet
d'améliorer le hack, d'améliorer l'attaque envers la société qui est visée. Alors, peut-être qu'on le développera après, mais il faut bien se dire que toute personne dans une entreprise, quel que soit son niveau, son rôle, sa fonction, peut être une porte d'entrée vers des informations importantes de l'entreprise. Bien sûr. Je pense là par exemple aux stagiaires. Bien sûr. Le jeune est là pour 3 mois Oui. et on lui présente un ordinateur, on lui donne des accès et il a accès à tout. Voilà. Et c'est d'ailleurs un tort. Il faut, dans un premier temps, auditer l'aspect critique des informations qui transitent par l'entreprise. Dans un deuxième temps, il faut vérifier est-ce que chaque utilisateur a besoin d'avoir accès à autant de données. Est-ce qu'un stagiaire doit avoir accès à toute la base de données des utilisateurs d'une société? Si vous avez réussi à répondre à cette question et à la première question, vous savez comment optimiser votre sécurité. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que pour première chose pour lutter contre le piratage, c'est de fermer ses portes, de fermer son portail, si je prends des éléments, fermer la porte du garage, si je prends des éléments de la vie réelle. Disons que je dirais plus sécuriser. C'est sécuriser en fait une entrée, c'est sécuriser un site, c'est le protéger, c'est faire en sorte de ne pas être victime de DDoS pour ne pas être indisponible. C'est faire en sorte... Le DDoS, c'est une attaque massive, c'est-à-dire qu'on prend plein d'ordinateurs partout dans le monde et on cible un seul ordinateur. C'est ça. C'est le fait également de protéger ces données, de protéger les données des utilisateurs, de protéger son serveur, d'auditer son code, d'améliorer tout ce qu'il est possible d'améliorer par la protection serveur, par la protection logicielle, et de faire en sorte justement de mettre des barrières aux attaques. Je vais peut-être vous choquer, mais j'ai l'impression que ce que vous décrivez là, c'est bon pour les grandes entreprises et les entreprises qui font beaucoup d'argent. La TPE, la petite PME de région, en fait, il n'y a pas grand-chose à voler ou à bloquer. Le problème, c'est que en ayant cette conception de la société, on laisse se diffuser le fait que les TPE peuvent être piratées et que c'est totalement normal. En fait, la sécurité, c'est une variable qui est vraie pour tout le monde. Comme le fait de respirer, c'est vrai pour tout le monde. Et les TPE, qu'elles soient petites ou plus grandes, ont le droit également de bénéficier d'une sécurisation, elles ont le droit de bénéficier d'une optimisation de leur service. Et ce n'est pas l'apanage des grosses sociétés. Alors, dernier groupe de hackers, alors ceux-là, ils sont sympas. C'est les joueurs et les compétiteurs. C'est-à-dire, limite, on a l'impression que dans certains cybercafés, quand il y avait des cybercafés, on s'amusait à être le premier à rentrer à la NASA, quoi. Ça existe toujours, ça? Ça existe toujours. Il y a des petits groupes de hackers, des hackers qui font ça en spare time, c'est-à-dire en temps libre, et qui se détendent en détruisant des sites, en récupérant des informations sur Internet, qui ne sont pas vraiment affiliés à des groupes de hackers, du type Conti, Logbyte, ou qui ne sont pas affiliés à des groupes de ransomware, qui mènent leur barque sur Internet et qui sont indépendants. Voilà. En fait, c'est comme s'ils arrivaient à résoudre un casse-tête, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'obtenir quelque chose. Mais on a l'impression que c'est plus par jeu, en fait. C'est plus par jeu qu'ils s'amusent à détruire. Ou alors parfois à protéger également. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver des failles sur des serveurs et prévenir. Donc en fait, les hackers, souvent, par rapport à l'aspect critique d'un site, en observant une faille, ils vont se retrouver face à un dilemme. C'est-à-dire que soit ils vont l'attaquer, soit ils vont le protéger. Donc en fait, il faut prendre en considération parfois que certains hackers, même noirs, puissent faire quelque chose de positif pour une société ou pour un État. Alors, on va conclure sur les groupes de hackers avec, vous avez dit les hackers noirs, et donc il y a les hackers blancs, ou les hackers éthiques, dont vous faites partie. Oui. Et donc là, votre mission, ou la mission que vous donnez, ou votre rôle, c'est d'arriver justement à détecter des failles pour amener des entreprises et des organisations à se protéger. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je fais deux types de missions.
je fais du bug bounty. Je trouve des failles pour des sociétés. Les sociétés répondent à mes failles et corrigent les failles. Je fais du pentest également, et quand je fais du pentest, c'est dans un cadre bien strict et bien précis, qui obéit à des règles. C'est-à-dire que le pentest est défini selon des critères avec la société. Donc là, en fait, pentest, c'est vous faites des résistances à la douleur. Hein. Enfin, vous tapez là où ça pourrait faire mal. Voilà, c'est ça. Et des fois, ça marche très très bien. Mais c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça. La société se retrouve à corriger. Dans ce cas précis, on évite que la société se fasse hacker, et cela permet d'éviter les fuites à venir. Ça permet d'éviter les fuites de failles. Ça permet d'éviter les failles et que des milliers d'actifs se retrouvent sur le back market. Alors, justement, comment se déroule un hack? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des étapes toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a des évolutions de hack? C'est-à-dire, je commence par observer, puis un peu comme une stratégie de guerre, quoi, finalement. Est-ce qu'il y a maintenant des théories ou des choses qui se déroulent régulièrement comme ça? Principalement, il va falloir observer. C'est-à-dire que dans la première phase, on observe sa cible. On définit autour d'elle les fonctionnements, les rouages de cette société et les structures internes de ces réseaux. On fait pour ça, on utilise des outils comme Shodan, le Google Dorking qui permet de trouver des informations sur Internet, et on récupère un maximum d'informations autour de cette société. Une fois que les informations sont obtenues, on va procéder à des attaques en analysant les serveurs. On analyse les serveurs pour voir s'il y a des 0D, donc des failles à jour unique. On analyse le serveur pour voir s'il y a des injections SQL, des XSS. Les injections SQL, par exemple, sur un cas précis, permettraient à un attaquant de récupérer toutes les bases de données du serveur. Une fois que les bases de données du serveur sont récupérées, il est possible d'injecter dans la base de données ou sur le serveur un malware qui permet de faire une prise à contrôle à distance du serveur. Et pas tout de suite, parfois. Parfois, on l'installe et puis on attend des jours, et des mois, et parfois des années. Alors parfois, il va y avoir de la récupération de bases de données, de l'analyse de la base, pour essayer justement de trouver les mots de passe des administrateurs, faire des modifications plus légères, plus fines, et essayer de voir s'il y a des informations encore plus confidentielles à trouver sur d'autres acteurs autour de la société visée. Par exemple, il est possible d'attaquer une société et de chercher des sociétés ajoutées, enfin des sociétés partenaires liées qui auraient des liens étroits avec la société. Donc ça, c'est de l'infiltration, de l'observation. Voilà. J'ai envoyé mon commando derrière les lignes ennemies et je lui demande de tout observer, de récupérer les infos. Voilà. Puis après, en fait, je vais faire quoi? Je décide de casser, Alors, il est possible de faire plusieurs types d'actions. Il est possible, déjà dans un premier temps, d'envoyer des malwares sur les serveurs, d'essayer de contaminer les serveurs locaux, de faire de l'exfiltration de données. Donc, on récupère toutes les données du serveur, et après de vendre ces données. Dans le cas, par exemple, des Logbyte et Conti, le but va être de vendre les données comme ça, en réclamant de l'argent. C'est purement pécunier. Après, il va être possible également de détruire entièrement le site, de détruire les données. Par exemple, en passant par des wipers. Ça s'est vu pendant la guerre en Ukraine, justement. Des wipers qui ont attaqué des banques, qui ont attaqué des infrastructures. Le but, en fait, c'est le blackout sur certaines infrastructures. C'est de vraiment détruire tout ce qui existe. En fait, on récupère les données. Premièrement, on s'installe. On récupère les données, on détruit tout. Et on passe au suivant. Très bien. On va voir une illustration
peut-être pendant la guerre en Ukraine, justement. Alors nous sommes dans la guerre en Ukraine, nous sommes avec deux pays qui sont réputés être plutôt très performants en informatique, assez actifs dans les actions de cyberattaque ou de cyberguerre, alors à tort ou à raison. En tout cas, très souvent on dit tiens, ça doit venir des Russes, voire ça vient des Ukrainiens. Donc on est avec deux pays qui sont performants pour ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont des sciences informatiques et des ingénieurs qui sont très forts. Est-ce qu'il y a eu, avant l'attaque russe, des attaques sur les infrastructures et sur les systèmes ukrainiens? Et si oui, est-ce qu'il y a eu de la défense? Parce qu'on n'a pas tellement entendu parler de systèmes qui seraient tombés en Ukraine. Il y a eu des attaques en Ukraine, il y a eu des attaques en 2015 et 2016 sur les systèmes de grilles électriques. Il y a eu des attaques en 2017 sur NotPetya. NotPetya, c'était un malware qui a été envoyé en Ukraine pour détruire les infrastructures et détruire les sociétés ukrainiennes. Et il y a eu la prise à contrôle d'une usine de traitement d'eau en 2018, justement en Ukraine. Et le but à l'époque a été d'augmenter le taux de chlore dans l'eau pour polluer l'eau ukrainienne. Et le jour de l'attaque, ou autour de l'attaque, on s'était dit, par exemple, que le réseau Internet tomberait en Ukraine ou le GSM. Le jour de l'attaque, il y a eu une attaque sur Viasat. Le but, en fait, était de réduire les communications ukrainiennes. Il a été observé qu'il y a eu une petite baisse des télécommunications en Ukraine de l'ordre de 16%, mais ça n'a pas semblé être aussi puissant que ça. Ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens ont été capables de répondre ou étaient mieux protégés? Les Ukrainiens ont été capables de répondre. Ils ont été capables de mettre en place des systèmes de protection et ils ont eu la capacité, leur réseau a eu la capacité de résister en fait à ces attaques. Il faut savoir que 16% de pertes sur un réseau, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça va limiter quelque peu les communications, mais depuis, vous savez que Starlink avait pris le relais en Ukraine et que ça a été d'ailleurs massivement utilisé. Alors Starlink, c'est le réseau satellitaire d'Elon Musk, qui est un réseau satellitaire géostationnaire, mais basse, assez bas, enfin en tout cas qui fonctionne très simplement avec un téléphone portable, on arrive à caler son satellite dans la seconde. Et donc c'est ça qui a pris le relais. Voilà, ça a pris le relais. Ça a permis au peuple ukrainien quand même de sortir un peu de ces 16% de latence qui étaient là. Et c'était quelque chose de très positif aussi bien pour l'armée ukrainienne que pour l'Ukraine, de pouvoir avoir en fait cette aide technique en télécommunication. Cela représente quand même, malheureusement, cela représente un risque parce que l'armée russe considère que les Starlink peuvent être utilisés à des fins militaires. Bien sûr, c'est le cas. Hein. Mais c'est pour ça que Elon Musk conseille quand même au peuple ukrainien de cacher les Starlink le plus possible, parce qu'ils sont facilement repérables. Ouais, d'autant qu'ils sont en orbite basse, j'ai retrouvé le mot, et donc ils sont finalement assez facilement attaquables. Voilà, c'est ça. On a vu un deuxième élément très intéressant pendant ce conflit en Ukraine, c'est le développement de l'open source, c'est-à-dire comment en fait l'information est validée, détectée, fournie à l'une ou l'autre armée par des analyses de citoyens ou d'internautes qui prennent une image à plusieurs milliers de personnes, l'analysent, la décortiquent, la valident, etc. Donc ça a été à grande échelle et c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les positions militaires sont détectées grâce aux images qui sont trouvées sur les réseaux, sur Internet, postées parfois même par les militaires eux-mêmes. L'open source intelligence permet à l'Ukraine et au peuple ukrainien de trouver nombre d'informations, de faire du fact-checking sur des informations qui sont disponibles sur Internet, de vérifier des vidéos, de permettre au peuple ukrainien de trouver des chemins de transit sécurisés pour leur peuple. Et il permet également de constater, malheureusement, les crimes de guerre qui ont été effectués en
en Ukraine et qui ont affecté le peuple ukrainien. Alors, ces réseaux d'open source, donc de public ou d'anonyme, comment se constituent-ils et est-ce qu'on peut être sûr que c'est pas de la manipulation? On est quand même dans un conflit et dans une guerre, et donc on pourrait considérer qu'il y a une manipulation de ces foules-là, quoi. L'open source se base sur des faits, elle se base sur des données tangibles, elle se base sur des photos satellitaires, elle se base sur des caméras de surveillance. En fait, l'open source intelligence se base sur tous les éléments qui sont disponibles sur Internet et qui ne sont pas modifiables à un instant T. C'est-à-dire que pour altérer une prise satellitaire sur Google, il faudrait modifier une image Google et faire en sorte d'effacer une zone territoriale entière. Je ne pense pas que Google tolère quelque chose comme ça. Et c'est en ça que l'open source intelligence est extrêmement fiable, puisqu'elle se base sur des éléments du réel. Elle ne se base pas sur des éléments qui ont été rapportés par des sociétés. Elle se base sur, comme je vous disais, des caméras de surveillance. Et les caméras de surveillance, vous pourriez modifier les informations fournies par la caméra de surveillance, mais dans ce cas-là, elle serait non utile. Elle ne serait plus utilisée par l'open source intelligence. Mais l'open source intelligence, c'est un mélange en fait de ressources et de données qui sont agglomérées et utilisées pour optimiser, en fait, si vous voulez, la recherche d'informations en Ukraine. On parle beaucoup d'intelligence artificielle alors on en parle beaucoup pour la reconnaissance faciale, mais on pourrait l'imaginer pour l'analyse de photos pour reconnaître un théâtre d'opération, une colline, une géographie, on va dire en général. Est-ce qu'aujourd'hui ces technologies-là sont utilisées soit par les États, soit par les gens qui prônent l'open source? Les techniques dont vous parlez, d'intelligence artificielle, sont principalement utilisées quand malheureusement on veut faire des fake news. Pour moi, ce ne sont pas des données à prendre en compte pour l'analyse des données. Ces données-là sont facilement modifiables et même facilement repérables. Il est possible de trouver en fait un défaut, quelque chose d'incohérent qui est en lien avec une fake news, qui est en lien avec la vidéo postée. C'est ce qu'on appelle également le fact-checking, le fait de vérifier les données, de vérifier l'origine des vidéos. Et c'est très important à effectuer. Alors, dernier point, on se dit que dans ce monde totalement numérisé, où on utilise tous des appareils numériques même sans s'en rendre compte, que ce soit avec son alarme jusqu'à son téléphone portable, voire sa voiture, on se dit qu'on est un peu tous coupables. C'est-à-dire que finalement, moi, en tant que particulier, je fais confiance aux entreprises qui me vendent ces appareils-là, mais je ne vais surtout pas me mettre à me protéger ou à me dire que je vais me faire hacker mon détecteur d'alarme par des inconnus qui vont s'en servir pour faire une attaque sur un serveur à l'autre bout du monde. Non, je ne dirais pas que nous sommes tous coupables, mais par contre, nous avons un rôle à jouer dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes responsables de notre utilisation de ces objets et de nos données sur Internet. Un utilisateur devra faire attention en fait, à ses usages sur Internet. Cela peut passer par les informations qu'il transmet sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, ça peut passer par l'usage qu'il fait des objets connectés. Par exemple, vous parliez des IoT, c'est-à-dire des objets d'Internet. Et les objets d'Internet, par mesure de sécurité, il ne faut pas les utiliser sur des zones démilitarisées, ce qu'on appelle les DMZ, qui permettent d'y accéder à distance. Cela représente un risque parce que sur Internet, nous ne sommes pas à l'abri d'une mise à jour ratée ou d'un 0D qui existe sur un objet spécifique. Et justement, comme je vous parlais précédemment, dans Shodan et dans les outils Google Dorking, il est possible de retrouver tout type de référence d'objets concernant les appareils mobiles qui sont utilisés avec ces données. Il a été observé malheureusement que le développement des applications mobiles contient de nombreuses failles de sécurité et des accès à des serveurs de base de données Google, des serveurs de type Firebase qui stockent nombre de données sur Internet
et qui sont souvent ouvertes. C'est-à-dire que c'est des données, vous allez avoir des données sur Internet, vous allez taper Firebase, et vous allez trouver toutes les données d'une application, d'un logiciel. Ça pourrait être en lien avec la Covid, ça pourrait être en lien avec toutes les données qui sont structurées et organisées sur Internet. Ces données-là, en fait, sont indexées par Google parce que Google considère que toutes ces données peuvent être indexées. Si le développeur ne fait pas le choix de protéger ces données seront diffusées librement sur Internet. Et il y en a beaucoup, des données comme ça. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Ça peut être les données Firebase, ça peut être les données MongoDB sur les bases de données Mongo, ça peut être les données sur les mots de passe, sur MySQL, sur des accès qui sont ouverts. C'est des portails totalement ouverts avec des panneaux d'administration, c'est des accès complets, c'est des logins avec admin et admin en mot de passe. Oui, alors ça, ce que vous citez là, qui est une blague habituelle d'administrateur réseau, hein. Admin ou 1, 2, 3, 4, ou des mots de passe tellement simples que là, on est bien d'accord que c'est pas le développeur, c'est pas la machine, c'est l'utilisateur qui fait pas son job. C'est là où il y a besoin de formation. Oui, il y a besoin de formation pour l'utilisateur. L'utilisateur doit apprendre par design, c'est-à-dire par habitude, on va dire, à protéger ses mots de passe, à avoir des mots de passe solides, à faire les mises à jour de ses systèmes, faire les mises à jour de ses serveurs, faire les mises à jour de ses applications, des objets d'Internet, de son iPhone, de son Android. Il faut vraiment avoir une façon d'agir et une éthique qui permet en fait à l'utilisateur d'être le plus protégé possible. Sans être paranoïaque, il faut être quand même conscient que les données que nous diffusons sur Internet sont stockées à vie. Elles ne disparaissent pas d'Internet. Une fois que vous postez une photo sur Facebook, elle ne vous appartient plus. Elle appartient au réseau, elle appartient à Internet. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour le marché noir sur Internet, qui se trouve sur Tor. C'est pareil pour toutes les informations qui sont diffusées sur Internet. L'utilisateur a un rôle à jouer dans la protection de ces données. Mais il ne protège pas uniquement ces données, il protège également les données d'autres personnes avec qui il est en lien. Donc ça a une importance cruciale. Alors, en guise de conclusion, j'ai envie de vous demander, est-ce que à votre avis, la prochaine guerre ou la prochaine catastrophe planétaire viendra d'un virus informatique comme on a connu un virus sanitaire en 2020. Est-ce que ça, c'est une menace réelle? Je ne pense pas que ce soit une menace réelle actuellement, pour une raison simple, c'est qu'en fait la Covid était à l'origine unique. Elle était nouvelle. Elle n'avait pas d'antivirus. En fait, il faudrait revenir au fondement d'Internet et il faudrait, pour avoir un virus qui puisse affecter la planète entière, redéfinir Internet et arriver à détruire l'origine d'Internet. Ce n'est pas uniquement, comme on l'observe actuellement, hacker des réseaux, rentrer dans des réseaux, mais c'est hacker la définition même d'Internet. La personne qui arrivera à hacker la définition même d'Internet pourra détruire Internet, il est clair. Mais tant qu'on ne revient pas sur les fondamentaux d'Internet, on ne pourra pas le faire. Donc pas de virus qui partirait d'un petit ordinateur d'une petite entreprise qui se répandrait par Internet justement, parce que tout le monde est connecté et qui toucherait l'ensemble de la planète comme un virus est parti d'un marché chinois. Sur la conceptualisation, nous avons les mêmes postes. Nous avons les postes Windows, Linux, Mac. Et les virus touchent des systèmes qui sont bien établis. Les serveurs sont bien établis. Nous avons un fonctionnement qui est cadré, des serveurs cadrés. Donc en fait, actuellement, et via les probabilités, ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Il faudrait vraiment, en cas ultime, un 0D qui affecterait par exemple les puces Intel, qui ferait que toutes les puces Intel puissent communiquer les unes avec les autres et transmettre ce virus de façon interplanétaire. Enfin,
ça serait quand même en développement très très compliqué à mettre en place. Et le problème, c'est que le principal intérêt sur Internet, pour les gens, reste quand même le monétaire. Comme on peut le voir avec les malwares, ils ont pas... En fait, les gens n'ont pas d'intérêt à ce qu'Internet s'arrête parce qu'il y a un intérêt économique également pour eux. Donc finalement, le plus grand risque serait au pire un blackout électrique parce qu'un virus aurait touché une infrastructure électrique. Voilà. Et de plus, par le fait, en fait de ces attaques, on remarque également que les sociétés qui subissent ces attaques apprennent à se protéger, apprennent à améliorer leur défense, se sécurisent, commencent à avoir les réflexes de mots de passe, de mise à jour, d'amélioration de leurs services, d'amélioration de leurs serveurs, de formation du personnel. Donc en fait, finalement, c'est un mal pour un bien, puisque ces attaques nous permettent de progresser. Tant que les attaques ne sont pas suffisamment destructrices pour qu'elles puissent détruire entièrement une société ou même l'humanité, cela permettra à l'homme de s'améliorer et d'améliorer ses services. Bah écoutez, c'est sur ces mots optimistes et positifs, puisque vous arrivez à conclure que finalement la menace et l'attaque nous permettent de progresser, d'apprendre à nous défendre et donc de nous défendre toujours mieux, que nous allons conclure cet entretien. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.